Bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va parler de la qualité de l'eau, on va parler du sucre dans le cerveau, mais également de la position idéale pour la santé, etc. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu votre boîte mail ce week-end, mais j'ai fait une enquête sur les régimes populaires, on va dire du XXe siècle. Et il y en a un qui se détachait vraiment des autres, qui était vraiment non seulement très étudié, mais aussi très efficace. En fait, très souvent, les régimes efficaces, les régimes qui fonctionnent sont souvent des régimes qui, à la base, sont prévus, par exemple, dans les hôpitaux. C'est des protocoles, en fait, des protocoles, par exemple, pour faire perdre du poids à un individu avant une chirurgie, ou alors parce qu'il est dans un niveau d'obésité tellement à risque qu'il faut lui faire perdre du poids très rapidement. Alors évidemment, il y avait le jeûne, on coupait les gens d'alimentation, on leur faisait pas manger du tout. Ça marchait bien, mais bon, le taux d'abandon était quand même assez élevé, surtout dès que les personnes se retrouvaient à la maison, livrées à elles-mêmes, etc. Le jeûne, ça tient plus parce que les personnes, c'est normal, l'humain a faim et quand l'humain a faim, il mange. Et donc ils ont trouvé un autre régime qui permettait justement à ces personnes-là de pouvoir manger et de perdre beaucoup de poids. Donc l'idée c'était de perdre à peu près, alors eux ils vont jusqu'à 4 kilos semaine, je dirais à danger, attention parce que là ça veut dire qu'on y laisse quand même pas mal de steak. Donc déjà 2 kilos c'est bien, 2 kilos au début, parce qu'il y a une partie c'est de l'eau, donc c'est déjà bien. Mais c'est un régime qui a été popularisé dans les années 70, donc ça vient de Harvard, et ensuite ça a été adopté par beaucoup je vais pas dire de people de l'époque, mais un petit peu, si vous lisez un petit peu toutes les interviews qui se sont faites autour de ça, vous verrez qu'il y en a beaucoup qui l'ont adopté. Et moi, ça m'a intéressé parce que je suis retourné dans les archives de journaux, plus toutes les études scientifiques, parce que l'avantage d'un régime quand il est étudié au niveau scientifique, c'est que il y a beaucoup de personnes à qui ça plaît, donc ils vont faire des études, mais il y a aussi beaucoup de personnes à qui ça ne plaît pas, donc ils vont aussi faire des études pour tenter de démonter. Et des décennies après, en fait, on peut recouper tout ça, pouvoir en tirer des leçons, pour voir si ça fonctionne ou non. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que déjà, j'ai récupéré tout ça, donc vous avez la base, et ensuite, comment l'appliquer, parce que c'est quelque chose qui fonctionne. Moi, par exemple, c'est quelque chose que je peux faire sur 5 jours, pas plus, et qui permet vraiment de bien décoiner, quoi. Voilà. Donc si ça vous intéresse, vous allez voir, j'en ai parlé ce week-end, donc c'est soit dans votre boîte mail, soit vous allez voir le lien dans les notes du podcast, et vous aurez un petit peu la matière brute de tout ce régime. Donc le premier sujet du podcast, c'est la qualité de votre eau. Donc certainement que vous vous êtes posé la question de savoir si c'était mieux de boire de l'eau en bouteille, de l'eau du robinet, des carafes filtrantes, etc. Sauf que, alors ceux qui vont défendre les carafes filtrantes, les autres vont leur dire oui, mais c'est pas terrible. D'autres parce que c'est dans du plastique. Les autres, ça va être ça pour les bouteilles en plastique également. Ils vont dire c'est bien, mais ça pollue. Et puis les microplastiques se retrouvent dans l'eau. Et d'autres vont dire oui, mais l'eau du robinet, tu as des résidus de contraceptifs, d'antibiotiques, etc. Donc tu fais que de te polluer, plus le chlore. Donc voilà. Bon, il y a un site là qui a fait une recherche là-dessus et vous pouvez aller voir l'article complet d'ailleurs, bon c'est en anglais, je vous ai traduit ça, mais une étude sur 35 marques d'eau en bouteille a révélé qu'elles ne sont pas nécessairement plus sûres, plus propres ou de meilleure qualité que l'eau du robinet. Donc ça fait chier. Alors, c'est aux États-Unis, on n'est pas, parce que l'Europe, et pas que l'Europe, parce que même en Suisse, mais il y a quand même une qualité du réseau de l'eau qui est légèrement supérieure, et ça peut venir du fait que les villes sont moins grandes, et donc du coup les travaux pour remettre, je vais pas dire aux normes, mais de remettre au propre les canalisations représente un coût moins élevé que dans une ville qui en fait 10 ou 15 fois la taille aux États-Unis.
Donc voilà. Donc il y a aussi problématique de sous-produits de désinfection. Donc la lutte contre la contamination microbienne de l'eau potable a conduit à la création de sous-produits de désinfection et plus de 600 de ces sous-produits ont été identifiés. Donc en fait, quand on veut lutter contre les infections des bactéries et tout ça dans l'eau, eh ben on y injecte des produits et ces produits injectés dans l'eau se retrouvent dans l'organisme et ça, sur le moyen long terme, ça peut causer des soucis et c'est ce qu'ils ont cherché à vérifier. Donc, par exemple, l'exposition à long terme à de l'eau potable chlorée peut augmenter le risque de cancer de la vessie de 27% après 40 ans. Donc, le cancer de la vessie, c'est aussi un cancer qui est assez souvent trouvé chez les gros fumeurs. Hein. Il existe également des preuves d'un risque accru de certains types de malformations congénitales. Donc il est préférable de traiter la cause en empêchant la formation de sous-produits de désinfection, notamment en améliorant l'élimination initiale de la matière organique naturelle dans l'eau de source. Donc près de 40% des Américains utilisent un dispositif de purification de l'eau. Je ne sais pas si on est à 40% en France. Quand j'observe autour de moi, je ne sais pas si presque la moitié de mes connaissances utilisent au moins une carafe filtrante ou quelque chose comme ça. Ou un filtre tout simplement. Donc aux États-Unis, c'est près de 40%. Donc les filtres de réfrigérateur, vous savez, vous pouvez avoir des filtres parce que là-bas, alors leur frigo, contrairement à nous, même si on s'américanise, ils boivent beaucoup l'eau directement au frigo. Les fontaines à eau, vous savez, avec la poussette là, et l'espèce de petite languette qui dépasse, vous mettez votre verre, ça remplit l'eau, etc. Donc du coup, il peut y avoir un filtre intégré au frigo. Donc ça a éliminé plus de 96, ce genre de filtre a éliminé plus de 96% des contaminants organiques surpassant les filtres en pichet. Donc c'est mieux, tant mieux. Les systèmes d'osmose inverse sont encore plus efficaces, mais leur coût, le gaspillage d'eau et la perte de minéraux ne semblent pas justifiés. Donc dans l'ordre, on a ces filtres-là, les filtres réfrigérateurs qui ont éliminé jusqu'à 96% des contaminants, qui apparemment c'est mieux que les filtres en pichet. Par contre l'osmose inverse est le plus efficace, mais c'est tellement efficace que ça gaspille même de l'eau et on perd tous les minéraux, enfin une grosse partie des minéraux. Donc purifier l'eau avec un filtre de réfrigérateur ou de pichet coûte environ 1 centime par tasse, donc par verre on pourrait dire, mais bon là vu que le coût c'est pas le même, États-Unis, Europe, les calculs faut pas trop les prendre. Alors il faut vraiment changer les filtres régulièrement. Parce qu'en fait, alors il y a évidemment il y a quelque chose de marketing de le changer régulièrement, trop régulièrement. Donc c'est-à-dire que vous pouvez peut-être le faire traîner un petit peu plus que la durée affichée sur votre cadran. Mais la problématique, c'est qu'après, il peut y avoir des bactéries qui s'y insèrent, et donc là, du coup, votre eau devient pire que l'eau du robinet. Donc c'est l'argument hein, en fait pour le remplacer régulièrement. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Tout comme il est important de le changer régulièrement à cause des bactéries, c'est comme les brosses à dents en fait, c'est le même principe que les brosses à dents. Les brosses à dents, vous pouvez la garder pendant très longtemps, mais la problématique c'est qu'elle va accumuler des bactéries. Donc une technique qui donne dans l'article, c'est de plonger votre brosse à dents dans du vinaigre d'alcool pendant un certain temps pour éliminer les bactéries au lieu d'en acheter tout le temps. Alors, tout comme il est important de changer régulièrement le filtre à eau, il est conseillé de désinfecter, je disais, la tête des brosses à dents pour éviter l'accumulation de bactéries et tout. Bon, en fait, ce que nous dit cet article, c'est pas forcément que l'eau du robinet est malsaine par rapport à l'eau en bouteille ou à l'eau en carafe et tout, mais là, ce qu'on voit bien, c'est que l'eau en bouteille est quasiment, je vais pas dire pareil, mais pas, enfin. Pour eux, eau en bouteille ou eau du robinet, du moins aux États-Unis, c'est presque le même combat. Donc le combat se fait réellement entre l'eau filtrée et l'eau du robinet. Il faut partir du principe que l'eau du robinet chez eux est plus polluée que chez nous. Donc du coup, un filtre, le delta entre l'eau filtrée et l'eau polluée, donc l'eau sortant du robinet, elle va être plus grand en fait que chez nous. Donc du coup chez nous certains diront oui, mais quand on a testé notre carafe, finalement c'était proche ou notre filtre c'était proche de l'eau du robinet. Mais c'est pas forcément mauvais signe. Ça veut peut-être dire aussi que l'eau qui sort du robinet est beaucoup plus saine. Donc du coup c'est mieux. Et donc si la carafe filtre c'est encore mieux, mais ça veut dire que si le delta est plus mince, c'est que l'eau est de meilleure qualité.
puisque le même filtre ailleurs donne de meilleurs résultats, parce que sur des eaux très... je vais pas dire, j'aime pas le mot polluer, parce que c'est de l'eau potable, mais de l'eau... Enfin, la potabilité de l'eau, encore une fois, j'ai pas envie j'ai envie de dire, c'est presque arbitraire, quoi. Mais bon, bref. Pour rappel, vous pouvez retrouver logiquement la qualité de votre eau sur le site de la mairie. Donc, par exemple, moi là, je suis sur le site dureté-eau.fr, région machin chose, alors Occitanie, Hérault, machin, plus la ville où j'habite, et ça me donne comment dire, on peut consulter l'analyse qui date du 27/09/2023. Donc au moment où j'enregistre le podcast, nous sommes le 13/11/2023, donc l'analyse n'est pas très vieille. Donc il y a une dureté d'eau excessive dans ma région, hein, c'est pas nouveau. Mais bon, je peux consulter l'analyse, etc., qui me sera envoyée par email, etc., etc. Donc vous pouvez le faire vous aussi dans votre patelin, et donc de voir un petit peu la dureté de l'eau. Ça permet de savoir si vous allez ruiner vos appareils électroménagers, par exemple, si vous utilisez une eau non filtrée, ou que vous utilisez pas de pastilles ou de vinaigre dans vos trucs pour essayer d'enlever un petit peu le tartre. Donc voilà, quoi. Bref, et c'est aussi pour la peau. Si vous prenez une eau très dure en pleine poire et que vous avez la peau sensible, je vous garantis que votre peau ne va pas apprécier. J'en ai parlé récemment dans une vidéo du jeudi, je crois. Ou peut-être dans un podcast. Alors, bouger plus... alors, on en est bien là, oui, que je dise pas de bêtises. Ah non, c'est quand le sucre attaque le cerveau. Donc, c'est le deuxième sujet. Donc des chercheurs dirigés par Fred Hutchinson Cancer Research Center aux États-Unis, en mode ASMR, ont découvert un lien entre l'obésité et les troubles neurodégénératifs tels que la maladie d'Alzheimer. L'étude révèle qu'un régime riche en sucre, caractéristique de l'obésité, donc j'aime bien quand ils précisent ça, parce que ça c'est pas souvent dit, régime riche en sucre, caractéristique de l'obésité, bim, industrie du sucre en PLS, provoque une résistance à l'insuline dans le cerveau, alors pas que, les graisses aussi, enfin les graisses, surtout les mauvaises graisses. Cette résistance réduit la capacité du cerveau à éliminer les débris neuronaux, augmentant un risque de neurodégénérescence. Donc les débris neuronaux, c'est quoi en gros? C'est la suire de bois quand vous avez meulé ou poncé du bois, vous savez, les résidus par terre, c'est ça en fait. C'est le résidu du limage cérébral entre guillemets, et qu'il faut pouvoir évacuer, et ces débris. Et bien ça augmente le risque. Si vous perdez une capacité à éliminer ces débris, en fait vous vous retrouvez intoxiqué, si j'ai envie de dire, dans un merdier de débris neuronaux, et il y a un risque de neurodégénérescence. Donc la recherche a utilisé la mouche des fruits pour étudier ce phénomène en raison de la similitude entre les humains et ces insectes dans ce contexte. Je sais pas si on doit être content ou pas, en tout cas. Je sais pas si la mouche est contente d'ailleurs de savoir qu'elle nous ressemble, ou si nous on est content de savoir qu'on lui ressemble. Mais les résultats de cette recherche publiée le 7 novembre dans le journal en libre accès sur PLOS Biology auront un impact sur les thérapies visant à réduire le risque de développement des maladies neurodégénératives. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire si vous mangez du sucre, si vous êtes à risque... En fait, si on vous suspecte aujourd'hui un risque futur d'Alzheimer, vous avez intérêt de plutôt embrayer sur une diète alternative que celle occidentale riche en sucre et en produits transformés, qui sera riche en sucre, même si elle n'a pas un goût sucré. Donc focus sur les cellules gliales. Donc les chercheurs ont examiné les cellules gliales, car le dysfonctionnement microglial est connu pour conduire à la dégénérescence neuronale. Donc je sais plus si je crois que c'était quand ils avaient, c'était ça la glie, je crois que oui, quand ils avaient pas ausculté, mais comment on appelle ça après post-mortem, vous savez, quand on fait une analyse du cerveau de quelqu'un. Je crois qu'ils avaient fait celui d'Albert Einstein et qu'ils s'étaient rendu compte qu'il avait pas une taille plus grosse que la moyenne, mais par contre qu'il avait beaucoup de cellules gliales. Ils ont découvert que le régime riche en sucre entraînait une réduction des niveaux de la protéine
PI3K ou PL3K, je sais pas. Alors là, les protéines comme ça, quand on rentre dans la chimie brute, il faut m'oublier. Donc dans les cellules gliales, indiquant une résistance à l'insuline. De plus, le niveau réduit de la protéine Draper dans les glies enveloppantes, équivalente aux microglies chez l'homme, indiquait une fonction altérée. Donc en gros, ce qu'il faut se dire, c'est une résistance à l'insuline au niveau du cerveau, et causée par justement le sucre, hein. Et justement ça va altérer au fur et à mesure du temps vos capacités de régénération des cellules au niveau du cerveau, des neurones, et qui va conduire à une neurodégénérescence ou accélérée, ou on va dire qui va vous mener à une maladie de type Alzheimer, quoi. Donc la réduction artificielle des niveaux de ce PI3K entraînait à la fois une résistance à l'insuline et de faibles niveaux de glies enveloppantes, comprenant leur capacité à éliminer les axones dégénérants. Et donc cette étude fournit un aperçu de la matière dont les régimes favorisant l'obésité pourraient contribuer à un risque accru de troubles neurodégénératifs. De toute façon, c'est pas surprenant, puisqu'il y a quelques années, il y avait déjà un lien qui avait été fait entre le diabète, notamment le diabète de type 2, et les maladies neurodégénératives. Le diabète étant quand même assez lié. C'est toujours ça qui est intéressant, c'est de voir que dans le discours, le grand public reçoit un discours comme quoi le sucre, il faut pas le diaboliser, etc. Sauf que le jour où on va vous annoncer que vous avez un diabète, parce que ça arrivera peut-être même à moi, hein, et c'est pas parce qu'on fait du sport et qu'on fait attention à ce qu'on mange qu'on est protégé de la mort et des maladies, hein. On réduit un peu le risque, mais on fait que réduire, on fait pas disparaître le risque. Eh bien, eux, ils n'ont pas de problème à nommer le coupable quand la pathologie est là. Donc, et est-ce que c'est pas aussi la même chose qui la déclenche, la pathologie ? Alors là, vous trouverez personne pour vous l'affirmer, puisque c'est des millions, voire des milliards d'euros en jeu, puisque ça voudrait dire nommer un aliment comme malsain publiquement, officiellement, aux yeux du grand public et dans les recommandations de santé. Donc là, c'est beaucoup trop important. Mais malheureusement, et je dis bien malheureusement, parce que je préférerais que ça soit l'inverse. Je préférerais qu'il n'y ait pas d'aliments qui soient reconnus malsains par le corps. Je préférerais que le fast-food, les pizzas, les Twix, tous ces trucs-là fassent prendre du muscle, fassent perdre du gras, donnent de plus en plus d'énergie, fassent rajeunir, mettent en bonne santé, comblent les apports en vitamines, minéraux, oligo-éléments. Ça serait mon souhait, que tous ces aliments soient ultra sains pour la santé, puisqu'ils ont bon goût. Je suis honnête avec moi-même, ça a un bon goût, c'est addictif en plus, donc ça voudrait dire que plus on en mange, plus on se retrouve en bonne santé. Sauf que le gravier dans la chaussure, c'est que ces trucs-là, ils ont tout pour séduire, sauf peut-être que pour la santé, c'est pas l'idéal. Mais peut-être que dans quelques centaines d'années, le corps aura commencé tout doucement à s'y adapter, ou alors n'auront survécu que des gens qui ont les bons gènes pour s'y adapter, et donc du coup ça posera pas de problème. Mais bon. Donc bouger plus pour vivre mieux. Donc une étude pionnière sur le mouvement et la santé cardiaque. Donc l'étude soutenue par la British Heart Foundation est publiée dans l'European Heart Journal, est la première à évaluer comment différents modèles de mouvement sur 24 heures sont liés à la santé cardiaque. Donc elle s'inscrit dans le cadre du Consortium International Prospective Physical Activity Sitting and Sleep. Voilà, donc PROPAS. L'impact PROPAS, pas PASS de il y a quelques années, mais PROPAS, c'est l'acronyme de tout ce que je viens de dire. Donc les maladies cardiovasculaires, qui comprennent toutes les maladies du cœur et de la circulation, sont la première cause de mortalité dans le monde, et en 2021, elles étaient responsables d'un décès sur 3, avec la maladie coronarienne en tête de liste. Donc en gros, on meurt plus violemment du cœur que d'autres choses. Les chercheurs de l'UCL ont analysé des données de 6 études indiquant 15 246 personnes de 5 pays pour voir comment le comportement de mouvement au cours de la journée est associé à la santé cardiaque. Et donc les participants ont utilisé un dispositif portable pour mesurer leur activité sur 24 heures.
L'étude a identifié une hiérarchie de comportements sur une durée typique de 24 heures, avec le temps passé en activité modérée à vigoureuse offrant le plus de bénéfices pour la santé cardiaque. On imagine. Suivi par l'activité légère, la station debout et le sommeil par rapport à l'impact négatif du comportement sédentaire. Donc remplacer le comportement sédentaire par seulement 5 minutes d'activité modérée à vigoureuse a un effet notable sur la santé cardiaque. Par exemple, une femme de 54 ans avec un IMC moyen de 26,5, un changement de 30 minutes se traduit par une diminution de 0,64 de l'IMC. Bien que le temps passé en activité vigoureuse soit le moyen le plus rapide d'améliorer la santé cardiaque, il existe des moyens de bénéficier pour les personnes de toute capacité. Des ajustements mineurs comme l'utilisation d'un bureau debout peuvent être intégrés facilement dans une routine de travail, mais j'ai envie de vous dire, moi, si vous voulez intégrer des trucs simples sans investir dans un bureau debout qui coûte une blinde, mais sérieusement une blinde, hein, pour un truc déjà ils sont moches, ils sont tous moches, hein, les bureaux debout, c'est des trucs d'entreprise, là personne n'a réussi à trouver un truc élégant, et ceux qui ont trouvé un truc élégant, c'est impraticable si on travaille sérieusement, c'est-à-dire que c'est des trucs en bois, des cagettes, là, c'est pas possible. Donc si vous avez un beau bureau, gardez-le, et vous avez moyen de vous faire un truc, maintenant, il existe des espèces de trucs pliables qui se posent sur votre bureau. Donc, à la limite, comme ça, vous gardez votre bureau et vous pouvez commencer par faire une heure ou 2 heures par jour, d'ajouter ça. Parce que les gens, ils sont toujours dans l'extrême. C'est-à-dire que, ils disent, maintenant, je vais travailler sur un bureau debout tout le temps. Ah, mais attends. Essaye déjà 1 heure et on verra. Il y a plein de petites techniques. Vous pouvez également utiliser un medicine ball, là, enfin un ballon de gymnastique plutôt. Comme ça au moins votre tronc sera un peu en mouvement. Et alterner en fait. Le but étant de ne pas rester toujours dans la même posture. Alors je sais qu'il y a une armée de kinés, ostéopathes, etc. qui déconseillent un jour les ballons, le lendemain telle position et tout. Et puis qui disent finalement c'est génial. Bon, chacun il va de son petit truc, mais c'est quand on est dans une psychologie de position absolue. C'est-à-dire que du matin 8h jusqu'à la pause de 10h, puis après de la fin de pause de 10h jusqu'à midi, puis de 13h ou 14h jusqu'à 17h le soir, d'avoir une seule et même posture. Moi, je pense, et j'en suis même convaincu, mais c'est appuyé, il faut assurer cette posture, c'est-à-dire de vous lever, d'aller vous faire un café, d'aller parler à un collègue, de passer un coup de fil, ou même d'avoir des habitudes simples, de se dire, quand je fais une réunion en call, quand j'ai un call, parce que maintenant on appelle ça un call, donc tout le monde comprendra, mais bon, un appel visuel, comme on appelle ça là, avec la webcam ou autre, eh bien le faire debout. De se dire, de se mettre des petites règles comme ça, des consignes. Si mon téléphone sonne, je ne décroche que debout. Si j'ai une réunion à faire avec mes clients, mes machins et tout, de le faire en position debout. Donc c'est assez simple, hein, on oriente la webcam ou l'ordinateur ou quoi, on se met debout et voilà. Et vous verrez que vous aurez plus d'idées, que ça sera plus dynamique et que vous vous sentirez mieux. Donc c'est des petits voilà. Et ça coûte 0. Il n'y a pas besoin d'argent puisqu'il n'y a pas besoin d'acheter un bureau debout ou autre. Vous faites juste ce genre de petits réflexes là. Et de toute façon, si vous avez un travail physique, vous n'êtes pas concerné par ce genre de problème. Donc cette approche permettra de fournir des recommandations personnalisées pour inciter les gens à être plus actifs de manière appropriée. Et ce qui est marrant, c'est que de voir que la position allongée est moins grave que la position assise. Donc dormir c'est mieux que d'être assis. C'est bon, dormir on sait que c'est mieux, c'est bien, mais on pourrait avoir tendance à se dire que c'est pas terrible quoi. Alors que finalement le pire c'est vraiment d'être assis quoi. On n'est vraiment pas fait pour être assis, vraiment pas. Et c'est pour ça que moi, vous savez, les chaises ergonomiques qui étaient très populaires il y a peut-être une quinzaine d'années. Et encore, le temps passe vite, donc ça se trouve, c'est encore plus loin que ça. Ces chaises où vous avez les tibias appuyés sur un truc et les fesses appuyées sur un autre. Donc en fait, au lieu d'avoir un seul et même point d'appui qui est le cul sur une chaise, et vous en avez deux, c'est les tibias et les fesses.
Et en fait, cette position, moi, je l'aime bien pour la simple et bonne raison que ça a tendance à redresser un petit peu. C'est-à-dire qu'on a moins les jambes à l'équerre que une chaise. Et donc, du coup, la position assise, une position assise, c'est quoi? C'est d'avoir des jambes à 90 degrés, le cul sur une chaise, voilà. Et ben là, l'angle, donc c'est-à-dire que l'angle au niveau de votre hanche est moins prononcé. Et en plus, ce genre de chaise se règle, donc vous pouvez les mettre très très hautes et donc être presque comme si vous étiez un peu accroupi, quoi. Bref, mais si ça vous intéresse, il y a plein vous tapez sédentarité, mode de vie, style de vie, etc. Dans l'espace VIP sur mon site, j'ai fait des cours et des cours et des cours sur ce genre de sujet parce que ce sont des sujets qui, un, me concernent, deux, me passionnent et enfin, je sais que ça apporte vraiment du concret et de l'optimisation du mode de vie aux gens, quoi. Donc pour revenir à ces fameux secrets de minceur des années 70, moi, je pense que c'est des choses. Vous savez qu'il y a des études qui ont montré sur 5 ans que les personnes qui arrivaient le plus à maintenir un poids de corps bas sur le long terme, c'est ceux qui avaient eu des résultats les plus rapidement. C'est-à-dire que ça va totalement à l'inverse de tout ce que vous entendez à la télévision ou même globalement dans des vidéos que vous pouvez voir sur un écran. Comme dirait Stephen King sur la tétine en verre, vous avez, comment dire, une fausse idée souvent de ce qu'est un régime qui fonctionne. Souvent, on va vous dire, vous savez, la meilleure façon de perdre du poids, c'est de réduire les choses très progressivement, de prendre son temps, etc. Et en fait, quand les chercheurs ont étudié, sur 5 ans, ces gens-là, c'est ceux qui reprennent du poids. Parce que parfois, il mieux vaut que ça soit un peu brutal, un peu rapide pour motiver la personne et surtout lui donner des vrais résultats et qu'elle n'ait pas envie de les perdre. Et ben c'est là-dessus que je me suis un petit peu penché, moi, parce que... Alors, c'est toujours le politiquement correct, parce que qui dit régime rapide, donc là, je pars du principe que je parle à des adultes qui ne font pas n'importe quoi, et donc du coup qui vont aller voir un médecin avant de changer leur diète ou quoi que ce soit. Mais un régime rapide, moi personnellement, c'est ce que j'ai fait. Et pourquoi c'est encourageant? Parce qu'il y a une sécrétion de neurotransmetteurs qui nous, un petit peu, ça nous crée une forme d'addiction à la réussite, parce que ça arrive assez rapidement. Et quand on commence à voir apparaître ces abdos, on a envie de tirer la nappe jusqu'à la fin, quoi, de voir un petit peu ce qui se cache dessous. Et ça, vous pouvez pas le voir avec un régime long terme parce que avant d'avoir les abdos bien apparents, vous allez devoir passer peut-être 1 été, 2 étés, 3 étés. Et en 3 ans, il se passe des tonnes de choses, surtout dans un mode de vie comme on a tous aujourd'hui, à changer de métier régulièrement, à changer de logement régulièrement, et même certains à changer de partenaire de vie régulièrement. Donc tout ça, ça chamboule la vie, vous l'avez dû le voir, hein. Ça se trouve, vous êtes mis au sport après une rupture ou après une rencontre même. Et donc, tous ces événements perturbent le quotidien. Et si vous avez des objectifs aujourd'hui et une motivation aujourd'hui, ma main à couper que dans 6 mois, elle ne sera pas la même. Donc en ça s'inscrit la réussite des régimes court terme, parce que justement ça permet de pouvoir s'imbriquer dans des phases de motivation aiguës et donc d'avoir des résultats rapides. Et il faut arrêter de croire qu'on est en sucre. Mauvais jeu de mots peut-être, mais qu'on est comment dire, qu'on est fragile au point où de se mettre un peu au régime pendant 5 jours, ça va nous tuer. Donc en l'absence de pathologie, heureusement que l'être humain est capable de survivre. Et d'ailleurs, l'argumentation un peu malhonnête que j'entends par rapport au régime rapide, c'est qu'ils disent attention, les régimes rapides c'est violent, c'est pas bon pour le cœur, etc. Blablabla. Bon. Et sur les mêmes chaînes, des reportages font l'éloge du jeûne, qui est pas le jeûne intermittent, je parle du jeûne de 3 à 5 jours, là, vous savez, dans les cliniques, etc., comme super pour la santé. Donc d'un côté, ça serait risqué de manger moins, donc de continuer quand même à manger un petit quelque chose, mais beaucoup moins, versus pas manger du tout. Donc il y a une forme d'hypocrisie, parce qu'en fait, on a associé le mot régime agressif, régime violent, entre guillemets, violent dans ses résultats et dans son application, à risque, danger.
violence égale danger, égale pas bon, égale mort, égale je sais pas. Alors que le jeûne, c'est un peu vertueux. Le jeûne, c'est associé au yoga, à la méditation, à la spiritualité, à la santé, aux herbes folles, etc. Et donc du coup, ça permet un petit peu et en fait, la rhétorique dans laquelle s'inscrivent les deux trucs, quoi, les deux régimes agressifs ou le jeûne, eh ben ça sera pas perçu du tout de la même manière par les gens. Et tout ça, c'est qu'une façon de parler. Je vous garantis que si demain on vous disait il faut que tu perdes agressivement et très rapidement 2 kilos, soit parce que tu as une pathologie, donc ça c'est la phase un peu sombre, soit parce que à la fin de la semaine, je te file une maison, une bagnole ou 1 million d'euros, il te posera pas de problème le régime, tu vois. Donc et pas non plus à celui qui dit que c'est dangereux. Voilà. Bref, vivre est dangereux, pour rappel, et il me semble qu'il y a beaucoup plus de comportements qu'on nous met sous forme de publicité en pleine poire à longueur de temps, qui sont risqués sur le moyen long terme pour la santé, que de perdre du poids de manière rapide. Donc si ça vous intéresse, si vous avez du poids à perdre de manière rapide et que vous voulez savoir ce que faisaient les stars, les people dans les années 70, c'est pour ça que j'ai trouvé un titre très années 70, je sais plus ce que j'avais mis, mais un truc vraiment... ce régime des années 70, pourquoi tout le monde l'a oublié ? Parce que c'est vrai que c'est un régime très pratiqué. En plus, moi j'ai lu pas mal de biographies de l'époque, et d'articles et tout ça, et c'est vrai que c'était quelque chose qui était commun, et je sais pas pourquoi ça s'est perdu, alors certainement parce que il y avait pas grand chose à vendre autour, je pense que c'est aussi simple que ça, mais bon, voilà. Donc si ça vous intéresse, allez voir, ça se trouve dans les notes de ce podcast, sinon on se retrouve la semaine prochaine, très bonne semaine à toutes et à tous, bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.